Paul Sanda, mon ami Paul Sanda, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Les constellations de Charles Albert Cingria. Vous ne connaissez peut-être pas Cingria, mais il va vous expliquer. C'est un écrivain absolument magnifique, qui a une puissance, d'une grande subtilité, d'une grande profondeur. Il était d'origine suisse, Cingria, et je l'ai lu, c'est vraiment un auteur à découvrir, trop peu connu à mon avis. Et on a eu l'idée de créer une collection justement qui s'appelle la collection Champ magnétique, en hommage aussi en breton, Champ magnétique, qui va donc tenter de faire donner des éclairages en fait sur justement des grandes figures de la littérature, des grandes figures méconnues de la littérature. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'éditeurs qui font ça, et donc on a décidé de le faire. Et donc cette collection, c'est Paul qui on va pas dire qu'il va essuyer les... L'inaugurer. Qui va l'inaugurer, et donc qui l'inaugure d'ailleurs brillamment avec cet essai que je vous conseille vraiment, parce que c'est vraiment un livre absolument splendide, et un livre qui se dévore, un essai. C'est un essai, on peut dire que c'est un essai, puisque cette collection-là a l'ambition, en tout cas, de sortir 4 numéros, 4 titres par an, justement. Et donc, je pense qu'au bout de quelques années, nous allons avoir une véritable bibliothèque de découverte de cette littérature, de ces auteurs méconnus. Je laisse la parole à Paul, qui va vous parler de cet écrivain, Charles Albert Cingria. C'est à toi. Merci Bruno, merci d'être venu m'écouter. En fait, quand Bruno m'a dit je vais créer une nouvelle collection donc qui s'appellera Champ magnétique, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc l'idée étant justement de parler d'auteurs, de grands auteurs, mais pas assez connus à notre idée. Et tout de suite, quand il m'a dit ça, j'ai dit c'est l'occasion pour moi d'écrire un livre sur Charles Albert Cingria. Donc il y a très longtemps, et je vais vous expliquer pourquoi rapidement, j'avais envie d'écrire quelque chose sur Charles Albert Cingria, mais je n'avais pas forcément pensé écrire un livre. Il a dit que c'était un essai, alors je vous en parlerai aussi tout à l'heure en tant qu'essai. Est-ce que c'est un essai? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'aurais pas forcément écrit un livre, plutôt un article ou quelque chose comme ça. Mais là, c'était l'occasion. Il m'a dit, voilà, si tu veux, et faire un petit livre de 60 pages, etc. Et puis en fait, j'étais un peu emporté par le sujet, parce que c'était tellement extraordinaire que j'ai fini par faire ce petit livre qui fait plutôt 110 pages que 50, tellement j'ai été passionné par le bonhomme, le personnage et tout ce qu'il a fait. Alors, vous savez, je me suis aperçu dans l'histoire qu'il y a beaucoup, dans tous les arts, de gens peu connus à leur époque, et qui pourtant traversent des siècles. Alors, il y a Boieldieu, par exemple, qui est un compositeur de musique, je crois que c'est du XVIIe siècle, peut-être je dis une bêtise, mais par là. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait toujours 2000 personnes qui achetaient ces disques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, alors que si vous demandez dans la rue, vous le connaissez, non, voilà. Bon, voilà. Alors, il y a Cingria, c'est partie de ces auteurs-là, c'est-à-dire que dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, il y aura toujours un certain nombre de gens qui liront Cingria. C'est ça qui est passionnant, déjà. Alors, pourquoi il n'est pas très connu chez nous? D'abord, Bruno l'a dit vite fait tout à l'heure, d'abord parce que c'est un Suisse. Et pendant longtemps, la littérature venue de Suisse, on ne connaissait pas. Alors, on connaît l'écrivain suisse peut-être le plus connu dans le genre de Cingria, c'est Ramuz. Sûrement vous avez entendu parler. Et comme si Ramuz avait pris un peu toute la place. Et Cingria, était un peu... c'est un peu de la faute de Cingria lui-même, parce que c'est un personnage fantasque, dont je vais vous parler tout à l'heure, et qui était totalement... écrivait pour le plaisir, mais sans attacher beaucoup d'importance à ses écrits, lui-même. Donc il les laissait se perdre, il les réunissait pas, il s'en foutait que ça soit des livres ou pas. Voilà. Déjà un écrivain qui écrit pour le fun, comme ça, et absolument pas pour être lu.
Donc tu as déjà quelque chose d'étrange. Alors peut-être c'est ce qui a compliqué le fait de compiler, de retrouver tous ces écrits, de pouvoir les publier, de pouvoir... voilà. Alors en plus, quand on a retrouvé, c'était des morceaux, enfin c'était pas toujours cohérent. Voilà. En plus, il a un style très particulier, extraordinaire, je vais vous en parler après plus longuement, mais qui est un style qu'on appelle le collage, c'est-à-dire ou de digression, fait de digression si vous voulez. Alors, ça nuit beaucoup à la compréhension directe, enfin, des gens qui veulent comprendre. Des gens qui abordent une écriture comme ça, qui est une prose poétique en fait, qui est plus proche de la poésie que de la prose. Donc quand les gens qui veulent absolument comprendre, c'est difficile pour Saint-Grillat parce que il écrit un peu comme, vous savez, ces poupées russes qui s'empilent comme ça. Donc il commence une conversation et puis en plein milieu de la phrase, il y a une digression, donc il part dans autre chose. Et puis après, dans cette deuxième digression, il va partir dans une autre, etc. Alors ça complique complètement. Au bout d'un moment, on a une espèce d'énorme tableau comme ça, baroque, où on ne comprend plus rien. Mais magnifique. Donc c'est comme si ça aboutit à une sorte d'abstraction, en fait, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être très déroutant et en même temps très passionnant, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, je reprends les choses par le début, j'ai noté ça, j'ai noté sur mon bloc-notes quelques données pour vous parler tranquillement. Alors Saint-Grillat, donc il est né en 1883. Donc, c'est un écrivain qui est né à la fin du 19e siècle, mais qui, et on le verra tout à l'heure, n'est absolument pas marqué par le 19e siècle, ou même le début du 20e siècle. C'est un écrivain très moderne pour son époque, et il va le rester jusqu'à sa mort en 1954. Il n'a pas vécu très vieux, il est mort d'une cirrhose, ça en dit long aussi sur ses mœurs, dont je parlerai tout à l'heure. Donc, un personnage haut en couleur, fantasque, très drôle, et capable d'être riche un matin, pauvre le soir, parce que c'était un grand flambeur. Donc, dès qu'il y avait de l'argent était aussitôt dépensé. Et quitte à être clochard pendant 3 mois, je n'ai absolument pas. Donc, c'est quelqu'un de particulier sur ce plan-là. Alors, moi, j'ai eu la chance, c'était en 1990, de tomber sur un livre de André-Pierre de Mandiargue. Donc André-Pierre de Mandiargue, grand écrivain, qui a eu le prix Goncourt, 56, je crois, est un ami d'André Breton, et il a écrit des livres assez formidables qui s'appellent des livres, parce qu'il y a le Belvédère, deuxième Belvédère, donc le Belvédère. Belvédère, un très beau livre qu'on peut trouver assez facilement dans les cahiers rouges de Grasset. Mandiargue était quelqu'un d'extrêmement intéressant parce qu'il observait les autres et il donnait son avis sur d'autres écrivains, sur son époque. Alors Belvédère, c'est ça, c'est comme le Belvédère. On prend de la hauteur et on a une vue sur la littérature de l'époque. Et donc Mandiargue fait plein d'articles sur plein de gens. Et moi, en 90, j'étais plongé dans cette collection des cahiers rouges de Grasset, et ça me plaisait infiniment, cette collection m'a permis de découvrir énormément d'auteurs à l'époque. J'aurais pu faire aussi un essai sur André Drichot, sur tout un tas d'écrivains peu connus comme Saint-Grillat. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais choisir? Il y en a plein qui sont très intéressants. Bon, voilà. Donc, Mandiargue, dans son livre, fait un article sur Charles-Albert Saint-Grillat. C'est la première fois donc j'entendais parler de lui. Alors, je lis l'article de Mandiargue et je trouve ça très intéressant. Il parle de Saint-Grillat, alors que je ne connais pas, que je n'ai pas lu évidemment à l'époque. Et voilà. Et bon, c'est resté dans un coin de ma tête en fait. Parce que... Et puis, il y a 3-4 ans, je lis Éric Losfeld. Donc, Éric Losfeld est un grand éditeur français qui a écrit un livre assez décousu, mais très intéressant, sur son métier d'éditeur, cette fois. Il est mort maintenant, Éric Losfeld, et ce livre s'appelait « Endetté comme une mule ». Alors, il explique qu'il a passé toute sa vie à vendre sa maison, tirée par là, pour publier des auteurs, et il raconte toutes ses aventures et les démêlés qu'il a eues avec Gallimard, avec tout un tas de... voilà, et les difficultés. Et tout d'un coup, en lisant ce livre, au cœur de ce livre, tout d'un coup, il dit « Je suis très fier d'avoir été le découvreur de
plusieurs auteurs et les a fait connaître un minimum au public français, et en particulier Charles Albert Cingria. Alors je me suis dit, Losfeld est fier d'avoir découvert Charles Albert Cingria, enfin d'avoir fait découvrir à tout le monde Cingria. Cette fois, alors là, l'écho de Mandiargue, ce que je vous racontais, je me dis, Mandiargue, Losfeld, il faut que j'aille voir. Donc, je suis parti à la chasse aux livres de Cingria. Et là, je me suis aperçu que c'est assez difficile de les trouver. Donc, maintenant, je pense que maintenant, ça y est, on commence à prendre conscience de la valeur de cet écrivain. Et la Suisse, en tout cas, est en train de mettre le paquet pour publier l'intégrale, voilà. Mais il y a même ne serait-ce qu'une dizaine d'années, on ne trouvait pas ces livres. Alors on en trouvait un chez Gallimard qui s'appelle Bois sec, bois vert, qui est très beau. Si vous voulez commencer par là, il y en a un autre à la NRF qui doit circuler, qui s'appelle la Grande Ourse, pas les constellations, mais la Grande Ourse, et qui est aussi très beau et qui donne vraiment l'allure de Cingria. Alors quand vous aurez lu, si vous lisez mon livre et qu'il vous plaît, enfin là je mets plein d'extraits, j'ai mis des extraits de Cingria, mais si ça vous plaît, vous achetez un de ces livres-là et vous pourrez aller plus loin. Ça vaut le coup d'avoir un livre de Cingria dans sa bibliothèque, et je pense vous ne le regretterez pas. Alors, c'est un très grand auteur que je comparerais facilement à Huysmans, des auteurs comme ça, je ne sais pas si vous les avez lus, alors Huysmans, c'est-à-dire très, très grand style. Grand style, une profondeur, une justesse de vocabulaire incroyable, voilà, pour décrire des choses absolument qui paraissent anodines, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux détails. Si vous voulez, ça me fait penser à Gauthier Caillard, quand il prend des photos, c'est exactement Cingria, c'est ça. C'est quelqu'un qui est... Donc Gauthier regarde le détail de la mer, voilà, il se plonge sur le rocher. Cingria fait pareil avec la vie, voilà, la vie des gens, et sa littérature c'est ça. Donc dans Bois sec, bois vert, il y a la plus belle nouvelle, après quelques nouvelles de Maupassant qui sont remarquables, mais c'est un peu le style comme ça, l'une des plus belles nouvelles que j'ai jamais lues, s'appelle La Couleuvre, et où on passe 10 ou 15 pages ou 20 pages à parler d'une couleuvre, une observation détaillée de cette couleuvre, est absolument incroyable. Alors ça lui fait faire des digressions, il tourne tout le temps autour, et c'est absolument remarquable. Voilà. Si vous avez l'occasion de lire ça, vous le regretterez pas, je vous le garantis. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, après, j'ai vu qu'il n'y avait pas simplement Mandiargue ou Losfeld qui s'était intéressé à Cingria, mais Max Jacob, puisqu'on est ici et qu'il était à Quimper, a été un grand lecteur de Cingria. Alors Max Jacob, et voilà, Jean Paulhan, je vais vous lire une lettre, tout à l'heure un petit court extrait pour que vous voyez, donc Cocteau, Zara, Claudel, enfin énormément d'écrivains. Alors on voit des mots comme ça, que Claudel dire ah mais l'écrivain extraordinaire c'est Cingria. Alors c'est quand même incroyable, parce que tous ces auteurs, Max Jacob y compris, sont beaucoup plus lus que Cingria, et ils disent tous nous on a... Ah bah, si je dois choisir un auteur parmi les gens qui m'ont le plus influencé, c'est Cingria. Voilà, ça c'était quand même un truc un peu curieux. Alors voilà, le personnage maintenant, Cingria, alors vous imaginez un grand type, alors ça dépend quand vous le voyez, quand il est riche ou pas, donc il peut avoir une tête de pirate, de clochard. C'est un personnage, donc c'est un vrai flambeur, hein, donc c'est un type qui est jamais rasé et qui a des grands manteaux plein de trous, c'est un personnage comme ça. Alors là, je vais vous lire un passage qui présente Cingria, et je crois que c'est vraiment intéressant de lire ça. Donc voilà. En même 1926, donc, Max Jacob livre dans une lettre à Jean Paulhan, donc Max Jacob, un sublime portrait de Charles Albert Cingria. Donc, texte établi, présenté par Anne Kimball, c'est celui que je vais vous donner. Donc voilà, donc c'est ce que dit Max Jacob, donc le Quimpérois de l'étape, à Jean Paulhan. Cingria est un petit gros musicien
au vaste front chauve qui n'avoue pas 40 ans. Il habite un coin pauvre dans une maison de la rue Bonaparte 59. Il improvise avec une verve qui lui contracte les yeux, bleus les yeux, dans une figure grosse et pointue en bas. Il est sale d'aspect, bien que très lavé. Il ne sait pas s'il est turc ou suisse, mais il est de très grande famille. De temps en temps, il reçoit de l'argent d'une propriété de famille en Turquie. Il le mange et redevient mendiant. Alors, il joue de l'orgue dans les églises. Limbourg dit qu'il marche comme un gros crabe. Le fait est que lorsqu'il veut avoir l'air distingué, il a l'air d'un curé. Qui l'a vu en colère n'est pas de cet avis. Or, il est toujours en colère, contre le surréalisme, contre le parisianisme, contre la France, contre les Français, contre la manière de... Alors, je vais peut-être expliquer aussi pourquoi on n'a pas voulu de lui trop. Contre la manière de rythmer le chant grégorien, contre les prêtres, contre les païens, contre les chrétiens. Il tonne, il étonne, puis redevient un humble petit gars. Saint-Grillat est aimé de gens très bien, comme Paul Claudel par exemple, et je crois bien par Maritain. Des peintres de talent, des gens même de Montparnasse très avancés, ont dit « c'est un sacré type ». Et personne n'a eu l'idée de l'aider, bien que ce soit, à mon avis, un très 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 grand poète. Et d'une envergure que personne en somme n'a aujourd'hui. Max Jacob, 1926. C'est un savant. C'est un homme qui a un caractère et des idées, un véritable talent de musicien. Je vous en parlerai un petit peu après. Canveller, Galerie Simon, 29 bis rue d'Astorg, sur les instances de quelques amis tout de même, lui a commandé une centaine de pages pour un volume de sa collection. Après 1000 histoires compliquées, Saint-Grillat a écrit quelque chose de beau dont j'ai eu des extraits. Demande à Canveller, alors ça c'est lui qui parle, donc c'est Max Jacob qui parle à Paulan, pour lui dire donc de demander au galeriste, hein, Canveller c'est un galeriste, communication de l'ouvrage ou des épreuves, tu verras que cet homme est digne d'être lancé, sinon comme littérateur, du moins comme poète. Méfie-toi, il voudra te coller des dissertations sur la musique ou sur la langue grecque et tutti quanti. Or, tu ne veux de lui que de la grande poésie. Saint-Grillat, après avoir réjoui par son piano une assistance, prend sa bicyclette à 2 h du matin. Où allez-vous donc? C'est un nota bene que Max Jacob met dans la marge. Où allez-vous donc? Il répond, je vais à Sienne pour entendre la maîtrise de l'église Sainte-Catherine. Ou bien, il peut répondre aussi, je vais en Espagne chercher l'héritage de mon oncle Ambrosio. Deuxième nota bene de la marge de Max Jacob. Saint-Grillat ne fait rien quand on ne le force pas avec énergie à travailler. Si tu lui fais des avances d'argent, il le mangera et il ne travaillera pas. Il faut lui dire, non, apportez-moi la moitié de votre manuscrit et vous aurez la moitié de l'argent. Ou le quart, et ainsi de suite. C'est un monstre. D'ailleurs, compagnon adorable, plein d'histoires énormes, éclatant de rire comme un gros bébé cadom qu'il est, ou prêt à pleurer. Garçon tendre et assez méchant en parole seulement, je le crois profondément honnête, délicat et noble, et pourtant pas bête quand il s'agit d'affaires. Demandez-lui quelque chose et promets-lui de l'argent tout de suite. Voilà. Et ça s'arrête comme ça. J'ai ajouté, pour le plaisir, une petite phrase de Saint-Grillat lui-même pour clore derrière ce discours. Donc Saint-Grillat écrit « Il n'y a plus qu'une poussière de papier contre quoi s'escriment des boutons de manchette dans les étoiles. » Alors ça, c'est tout à fait son style. Donc vous voyez le personnage, vous commencez à le voir un peu. Alors, c'est un savant. On peut souligner cette phrase, c'est un savant. Donc il parle le grec, il écrit très bien le grec. Il ne sait pas trop s'il est suisse, parce que donc, sa mère était moitié polonaise, son père effectivement turc, etc. Suisse d'adoption, et bon, on sait un mytho quand même, mythomane, par bien des égards, c'est-à-dire que quand il dit je m'en vais chercher un héritage en Espagne, tout ça c'est complètement... Enfin, on est incapable de savoir le vrai du fou avec lui, hein, toujours. Il y a une espèce de rhétorique comme ça. Alors, c'est quelqu'un qui a gagné pratiquement tout son argent, enfin, le peu d'argent qu'il ait réussi à gagner, en racontant des histoires.
C'est-à-dire que bon, il s'assoyait avec des gens là, etc. Il faisait des conférences hallucinantes, il racontait des histoires totalement mythomanes dont on ne savait pas démêler le faux du vrai. Mais il est vrai que c'est aussi un savant, c'est-à-dire que quand il est contre la manière dont on interprète le chant grégorien, c'est parce qu'il connaît parfaitement le grégorien. Donc c'est quelqu'un qui joue de l'orgue magnifiquement, donc effectivement de temps en temps il va jouer dans des endroits pour gagner un peu de sous. Voilà. Donc musicien de talent, grand connaisseur de tout, grand râleur, vous l'avez compris, qui pousse des grandes colères, qui boit comme un trou, qui peut être demain matin clochard comme dans le fond d'un caniveau, et avec beaucoup d'humour. Donc on ne sait jamais si ce qu'il dit c'est de l'humour ou si c'en est pas. Voilà. Sangria. Donc j'ai mis dans le livre deux photos, vous verrez, une photo, il est complètement, on dirait un pirate, voilà. Et puis une autre où bon, enfin, il a l'air vraiment d'un clochard là, cette fois. Voilà. Mais vous pouvez aller voir sur le net, peut-être vous verrez des images où il a ce côté un peu comme ça, dandy, un peu, voilà. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, un très beau livre qui s'appelle La Grande Ourse. Donc il a écrit en 1929 que vous pouvez trouver. Et là, dans La Grande Ourse, on découvre son style. Il raconte un peu son enfance et à la Sangria. Donc c'est assez, j'ai pas le temps de vous lire ça, mais c'est absolument passionnant. Hein. Je pourrais vous prendre ça et vous faire une lecture d'une demi-heure de Sangria. Ça vaudrait vraiment le coup tellement c'est beau. Et on est complètement étonné de cette force d'écriture. Hein, voilà. Alors collage, prose poétique, etc. Donc là, par contre, je vais vous lire un petit extrait de Sangria lui-même, que vous voyez un peu le style. Donc tiré de La Grande Ourse, voilà, que ça vous donnera peut-être envie d'aller lire. Bon, j'ai mis en introduction de ce passage et l'on en pense ce que l'on voudra, voilà ce que l'on doit vivre dans le seul vertige possible. Donc, Sangria étant tout le temps quelqu'un qui nous met en béance de tout, quoi, en fait, hein, qui pousse à l'interrogation perpétuelle de qu'est-ce qu'on fout sur la terre, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans cette société, parce que monsieur ne travaille pas, vous avez bien compris, donc il fait rien du tout, parce qu'il estime que c'est pas digne des humains de faire quoi que ce soit. Voilà. En dehors d'écrire des livres, enfin des textes qui n'ont absolument aucun intérêt, dont il se fiche complètement. Encore en plus, c'est une sorte de nihiliste qui va jusqu'au bout, mais un nihiliste drôle, quoi. Hein. Voilà. Ceci dit en passant, là aussi, avant d'attaquer, de dire aussi que Sangria a passé à travers 2 guerres, puisqu'il est mort en 1954, et aucune allusion à la guerre dans aucune de ses œuvres, ses écrits, ni celle de 14, ni celle de 39. C'est-à-dire que ça aussi c'est très curieux, c'est-à-dire on voit à quel point ce personnage est complètement à côté de ce qui se passe. C'est-à-dire pour lui tout ça c'est des trucs il faut vraiment être idiot pour faire la guerre. Voilà, ce côté un peu dandy là, de se mettre au-dessus de tout et de dire oh, mais je comprends très bien que ce n'est pas du tout ce que vous voulez. On sait que ma vie a brusquement changé. Voilà, que j'ai été lancé dans des tumultes et des aventures sans nom, que j'ai joué dans des parties de la terre où les gazettes l'ont à peine relaté un rôle singulier, que j'ai eu 6 noms. J'ai été mort plusieurs fois. C'est un type qui vous dit j'ai été mort plusieurs fois. Ça. Que certaines choses que l'on m'attribue sont inconciliables avec ma présence vérifiée dans le même temps sur l'autre point du globe où j'ai eu tout l'amour et vu affluer toutes les chances. Quand j'ai été pauvre à Londres, fabuleusement riche à Madrid, noyé, repêché, brûlé vif, mangé par les sauvages. Que déguisé en lion, d'autres lions m'ont accepté dans leur cage. Et que j'en suis sorti indemne. C'est moi, Sangria. Vraiment, que n'a-t-on pas dit? Cela étant au point que je n'ose à peine sortir et me montrer dans les villes où ces bruits ont été répandus. Car ce ne sont que des bruits. Je suis là et vous me voyez, et je puis vous certifier qu'il n'y a rien eu.
Ce que l'on a pris et ce que j'ai pris moi-même en me voyant acteur pour une réalité n'était qu'un rideau sur autre chose. Voulez-vous que je vous le prouve? Considérez cette peinture. Déjà, elle tremble et le cri aigu des poulies se fait entendre. Et puis après, il part sur une digression qui n'a aucun rapport avec tout ce qu'il vient de raconter avant, évidemment. Voilà, alors c'est ça, une espèce d'écriture, de personnage comme ça qui se met en scène. On ne sait pas là encore qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il raconte, mais tout ce que les gens disent, vous savez, c'est n'importe quoi. Voilà. Mais c'est vrai, mais quand même peut-être j'ai été mort plusieurs fois quand même. C'est à vous de savoir si vraiment j'ai été mort. C'est vraiment un conteur truculent. Voilà, hein. Alors, je voulais vous dire aussi qu'effectivement, moi, quand j'ai fait ça, donc je me suis dit, bon, je ne vais pas récolter. Alors, j'ai eu du mal à trouver des livres de Sangria, donc j'ai commencé par lire quelques livres de Sangria. D'ailleurs, je crois que j'ai mis une petite bibliographie sur Sangria, voilà, à la fin. Donc, j'ai mis des livres de Sangria lui-même, ceux qu'on peut trouver assez facilement. Donc, on peut trouver une anthologie maintenant, elle est complète sur le net, elle est pas mal du tout, elle donne vraiment une idée de Boissec-Boisvert, je vous l'ai dit. On peut trouver à l'âge d'homme Floride, Zelvet et autres textes. On peut trouver La Grande Ourse, donc je vous l'ai dit, chez Gallimard, c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver facilement. Tout le reste, après, il faut commander en Suisse, etc. Mais les Suisses commencent à avoir compris qu'il fallait s'occuper un peu de notre ami Charles Albert. Et il commence à... Voilà. Alors il y a de plus en plus de, comment dire, d'auteurs qui se sont intéressés à lui depuis déjà un certain temps, et donc il y a des études. Alors, comme toujours, j'allais dire, je vais être un peu critique là, mais dire souvent les universitaires, alors ça commence par les universitaires, s'intéressent à lui. Et ils se disent quand même... il est bon cet auteur, il faut faire quelque chose, etc. Alors il commence. Mais les universitaires passent complètement à côté, enfin, la plupart des études, j'ai vu 2-3 études universitaires, passent complètement à côté de Sangria, parce que son style les déroute complètement. Alors, c'est pas forcément des spécialistes ou des spécialistes de littérature qui se disent tiens, il faut s'intéresser à lui, mais voilà. Donc c'est pas très intéressant, et bon, j'en ai trouvé quand même, j'ai dit Anne-Marie Jaton, est quelqu'un qui a fait une très belle étude sur Sangria, je l'ai noté là-dedans et j'en ai parlé. Il y a eu j'ai trouvé quelques universitaires, donc ils ne sont pas tous mauvais quand même sur le sujet, mais c'est vrai que c'est un auteur qui sort complètement de tout. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, bon, si les universitaires ou les rares études qui ont été faites ne sont pas très brillantes sur lui, peut-être que, par contre, les écrivains, eux, les poètes qui ont écrit sur lui, et effectivement, c'est nettement mieux. Donc, j'ai trouvé Bergogneau, différents auteurs qui ont écrit sur lui, nettement, bon, ça ne m'a pas toujours intéressé, mais c'était quand même nettement mieux que la plupart des universitaires. Donc, je cite ici tous les gens. Et il y a un très grand écrivain suisse, évidemment, donc alors après Ramus, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un grand écrivain suisse qui est très connu par les randonneurs, les marcheurs, etc. parmi vous, qui s'appelle Nicolas Bouvier, donc qui est très connu en Suisse, et là aussi un grand voyageur à travers le monde, un grand auteur de talent, qui a découvert Sangria et est tombé complètement fasciné par Sangria. Et là, c'est le premier à avoir écrit, Nicolas Bouvier, un très gros livre sur Sangria, qui est très très intéressant. Alors, je vais vous lire un passage de Nicolas Bouvier parlant de Sangria. Et ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Voilà. Donc, c'est Nicolas Bouvier qui parle de cette rencontre. Lire Sangria sur une table couverte d'une nappe de fine laine à motif cachemire, en regardant par la fenêtre le jour tomber sur la neige et les sapins d'un alpage jurassien que le brouillard avale. C'est bien. Avoir près du coude gauche un minuscule bol de grès rempli d'alcool de gentiane, c'est encore mieux. Entendre de surcroît, venu du fond de cette ferme réaménagée, quelques morceaux de vielle pathético-post-romantique, alors c'est quasiment la perfection. Alors ça, c'est Bouvier, c'est-à-dire dire, finalement, être dans une ferme en pleine campagne, etc., et surtout avec son bol de gentiane et lire Sangria. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça dans la vie? Je vous le demande, hein, à tous. Voilà.
Alors j'ai mis donc Nicolas Bouvier fut sans aucun doute un grand admirateur de Sangria. Il l'a lu plus intimement que Mandiargue, etc. Bon voilà, j'ai fait tout un passage. Si vous voulez, mes chapitres alternent l'étude que j'ai faite de quelques livres de Sangria et au milieu j'alterne avec des auteurs qui ont parlé de lui. Voilà. Donc Bouvier, j'ai fait un chapitre sur lui. Et c'est absolument passionnant de lire Bouvier. Alors Bouvier, il n'hésite pas à dire, ça, lisez ça, ça c'est extraordinaire, Sangria. Par contre, ça, j'ai pas aimé, c'est n'importe quoi. Voilà. Parce que des fois, comme Sangria s'en foutait, et des fois, on se demande s'il n'écrivait pas sous l'emprise de quelques substances, à un point qu'il ne savait même plus ce qu'il racontait. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi qui lui a nui, c'est un auteur tellement éclectique. Voilà. Alors, c'est un spiritualiste profond, Sangria, un contemplateur. Alors, vous l'avez vu, il gueule contre les chrétiens, contre les païens et tout le monde, mais il est profondément spiritualiste. Et il a un côté presque classique par moments, comme s'il voulait que l'ordre du monde fût immuable. Et je vais vous lire un passage pour finir dans quelques minutes qui va vous donner cet aspect. Alors un jour, donc, puisque j'en suis à Nicolas Bouvier dit, et c'est là qu'on va arriver à ce que je voulais au début, mais dit, je n'ai rencontré qu'une fois Charles Albert Sangria dans ma vie, c'était dans un restaurant. Donc, je mangeais dans un restaurant. Sangria est rentré, habillé comme un clochard, et il a demandé une omelette. Donc on lui a servi une omelette, et il a pris l'omelette avec sa main, il l'a mis dans sa poche, et il est parti. Je trouvais que cette image reflétait bien le personnage, c'est-à-dire qu'il est complètement en dehors de tout. Pas méchant, hein, pas agressif, pas rien du tout. Pas de convenance, et encore qu'il était capable d'avoir une très bonne tenue, parce qu'il parlait, c'est curieux, parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça, mais qui a un langage très châtié, et qui parle le grec, le latin, et qui connaît le grégorien, donc voilà. Mais je trouvais que ça valait le coup, je trouve que cette image révèle plein de choses. Donc le personnage est truculent. Donc, bon, voilà, pour qu'on puisse discuter un petit peu après, je vais vous lire un passage. Je vais donner la parole à Sangria une fois de plus. Et je pense que ça sera pas mal. C'est moi qui parle et ça va enchaîner avec lui. Sangria, avec cette lucidité qui le caractérise, continue ainsi sa description méticuleuse de toutes les impressions devant être éprouvées face à l'effloraison de la création. Alors, Sangria. Faisons foin alors de ces insolences et revenons à ce qui était dit précédemment, à savoir à ce spectacle de démocratie qui n'implique rien de primaire, car c'est beaucoup plus ancien et trop éprouvé, ni surtout rien de révolutionnaire. Il n'y a entre des aristocrates et des riches, et d'autre part des pauvres, aucune différence, sinon que les pauvres sont plus libres, dans cela également qu'affirment les riches. J'en avais un exemple, tandis que j'avançais une fois de plus, après tant d'autres, vers cette ville qui, sans que j'y connaisse ni veuille y retrouver personne, où je n'ai jamais habité, se trouve être mienne, quand même parce qu'elle condense le mieux sous la forme de capitale. Alors vous voyez cette phrase qui n'en finit pas. Il faudrait presque la relire tellement qu'elle est complexe et on accumule les images et on ne sait pas où il veut aller. Donc il nous a dit les pauvres et les riches c'est pareil. Et voilà, donc je relis cette phrase. J'en avais un, alors difficile à lire hein, parce qu'il n'y a jamais alors voilà. J'en avais un exemple, tandis que j'avançais une fois de plus, après tant d'autres, vers cette ville qui, sans que j'y connaisse ni veuille y retrouver personne, et où je n'ai jamais habité, se trouve être mienne quand même, parce qu'elle condense le mieux sous forme de capitale, petite capitale, ce n'est que quelques maisons, mais ce n'est pas l'étendue qui confère une justesse à cette dénomination, les éléments de ma formation primitive. Bonjour la phrase, hein.
Ceci m'avait été fourni ailleurs, mais le sens politique réel de cet ailleurs venait d'ici, et c'est ici que je me retrouvais le mieux, sous ma forme, évolué, grandi, bonifié, vieilli, ayant besoin d'acuité citadine, d'amour et d'une qualité d'amour que seulement prodigue une qualité vieille et neuve d'humanité dans la pierre. Un truc de fou, hein. C'est en même temps très beau. Là, je mets que chez Saint-Grillat, il y a une intensité, on voit qu'il y a une sorte d'intensité de la parole, on ne sait pas trop, mais il y a aussi une luminosité de temps en temps. Il y a cette lumière qui vient souvent à la fin, tout d'un coup il y a une espèce d'éclairage comme ça. Voilà. Je ne sais pas si ça vous comprenez ce que je veux vous transmettre. C'est très alambiqué aussi, hein, vous voyez, mais c'est quand même extraordinaire. Voilà. Voilà, un petit coup de Saint-Grillat encore. Hein. Mais peut-être que j'exagère dans une verve de truculence que j'exècre. Comme j'ai dit au début, c'est intensément plus haut, dans une position plus calme. Un écrit sur ce pays qui est la vallée par excellence est impossible. Je parle de la Suisse là. Cependant, il me semble que j'ai tout dit. Je m'y suis repris à plusieurs fois, mais j'ai tout dit. Je me suis fait, dans ce devoir, contre moi-même, une armature de coléoptère. Mais je crois que je suis arrivé à terme. Un mot de plus effondrerait ce total passable, mais déjà vertigineux en comparaison de l'incapacité ou en personne d'en faire autant. Ou est personne d'en faire autant. Voilà. Alors j'ai mis... l'œuvre de Charles-Albert Saint-Grillat est une partition qu'il faudra éternellement revenir déchiffrer. Et ce texte en est une page tant admirée dont les notes s'évadent sans jamais en achever la symphonie. Voilà. Donc il faut que vous pensiez que si vous commencez à lire Saint-Grillat, vous allez partir dans une forme d'errance. Il faut accepter de ne rien comprendre. Si vous acceptez de ne rien comprendre, c'est-à-dire de ne pas partir sur le terme de la compréhension, et que vous vous laissez porter, vous allez voir des images extraordinaires. C'est pour ça que j'ai appelé ça les constellations de Charles-Albert Saint-Grillat. C'est-à-dire que c'est vraiment fait comme des constellations. Donc il nous braque notre jumelle sur Sirius, et puis après sur une couleuvre, mais ça peut être dans le même paragraphe. Donc il faut pas voir forcément... c'est un philosophe de la vie, mais c'est pas du tout un philosophe au sens qu'on connaît. C'est pas quelqu'un qui va faire des raisonnements. Saint-Grillat ne raisonne sur rien, il se met en colère et il dit voilà. Mais c'est tout. Par contre, il fait ces espèces de phrases qui n'en finissent pas et qui nous emmènent dans quelque chose de totalement différent. Alors si vous voulez, ce qui est extraordinaire, je pense que c'est ce qu'a touché Nicolas Bouvier, Pierre Bergougnoux et tout un tas d'autres, et moi, enfin tous les auteurs finalement qui sont intéressés à lui, c'est que c'est un véritable voyage qu'on fait. C'est-à-dire, on est parti comme ça, un truc, et puis on découvre, c'est comme si on n'avait jamais vu le monde en fait. Lire Saint-Grillat, c'est s'apercevoir qu'on n'a jamais vu le monde. Ce serait pas mal ça comme phrase non terminée. Voilà, je ne trouve pas de plus belle phrase que ça. Et plus on le lit, plus on découvre tout un tas d'aspects qu'on n'a jamais compris ou ressentis. C'est surtout ressenti, je devrais dire, plus que compris, puisque vous l'avez compris que son outil n'était pas l'intellectualité. Enfin, bien qu'il soit un grand intellectuel, c'est ça qui est... Donc, c'est un paradoxe vivant, et voilà. J'espère, en ces quelques minutes, vous avoir donné envie de le lire. Et vous ne perdrez pas votre temps si vous acceptez de vous immerger dans cet univers poétique. Voilà. Après, on peut dire toujours « Ah, mais moi, j'ai besoin de raisonnement et de comprendre, évidemment. » Alors là, si vous êtes comme ça va être dur. Ça va être difficile. Mais si vous voulez, ouais, voilà, vous êtes capable et vous avez envie de vous laisser porter, alors là, un petit, quoi, qu'est-ce qu'il a dit, Racine de Gentiane, voilà, je ne vais pas dire du whisky, auprès de la cheminée le soir avec un petit livre de Saint-Grillat, c'est vraiment, vous le regretterez pas. Voilà, je vous ai dit ce que je voulais,
veux bien répondre après à vos questions. Je vais quand même finir un peu là-dessus. Peut-être une petite conclusion. J'ai cherché une phrase de Sangria, je ne sais pas si je vais la trouver. Je vais vous lire juste comme ça mon dernier chapitre de conclusion sur ce livre. Comme ça résumera un peu tout ce que je vous ai dit. Donc j'ai intitulé Sangria pour l'éternité. Trois petits points. Je pense que c'est un auteur éternel. C'est-à-dire qu'il y a exactement comme... il y a des bâtiments qui restent. Le Parthénon, ça reste. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui traversent le temps. En fait, les pyramides... Il y a des auteurs, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure au début, mais je le redis d'une autre manière. Sangria, on lira toujours. Dans 100 ans, on lira Sangria. C'est-à-dire que parce qu'il n'y a absolument aucun temps dans l'œuvre de Sangria. On ne peut pas dater ces textes ou rien du tout. On sait qu'ils ont été écrits en 1929, je ne sais pas quoi, mais le texte lui-même est totalement intemporel et n'a absolument aucun ancrage. Donc il pourrait très bien être lu dans 100 ans, il reste avec la même valeur. Donc ça fait partie de ça. Vous savez très bien qu'il y a des auteurs qui aujourd'hui vendent énormément de livres et qui demain auront disparu aussi vite. Je m'étais amusé, je ne vais pas citer, puisqu'il y a quand même un enregistrement, je ne vais pas citer la collection, mais regarder une collection chez un grand éditeur très connu, de regarder tout ce qu'il avait publié, tous les livres qui étaient sortis chez cet éditeur dans cette collection, très connu, très connu, en 1950. Et donc j'ai pris la liste, j'ai regardé quels sont les auteurs publiés dans cette liste, donc voilà, qui à l'époque étaient sur les devantures de librairie, sont encore lus aujourd'hui. Voilà. Il n'y en a même pas un sur 20, dont on connaît le nom. Voilà. Tous les autres disparaissent. Donc, Sangria, pour l'éternité. Un certain nombre de sentiers poétiques se sont ouverts, que nous avons un peu explorés. Le portrait du poète Sangria est esquissé, par moments tracé grâce à la lecture qu'en a faite Nicolas Bouvier, par exemple, et grâce à la sensibilité que nous avons de ces textes particuliers. On aura compris que s'ouvrir à l'écriture de Sangria, c'est accepter de donner de l'importance à la lecture, à la littérature, à la poésie, à la réflexion et à la recherche, je devrais dire à la quête. Au cours de cette brève étude, j'ai plutôt cherché à mettre en exergue le texte, pensant qu'à la lecture astucieuse, le portrait se livrerait de lui-même en surimpression. En ce sens-là, je ne pense pas que mon livre soit vraiment un essai, au sens universitaire certainement pas, puisque je n'ai fait que prendre des parties qui me plaisaient chez lui et que j'ai mis en valeur. Un essai, ça essaye d'être exhaustif, puis vous savez, il y a plein de notes en bas de page avec des trucs en latin. Bon, c'est pas ce gars. Et c'est à vous, qui m'avez lu maintenant, de savoir si j'ai réussi à mener suffisamment à bien ce travail pour vous donner l'envie d'aller plus loin, de dévorer Charles-Albert Sangria dans ses œuvres. Nous espérons surtout que vous avez pu saisir à quel point l'auteur est un grand auteur, rare, délié, parfois parfaitement subtil, suffisamment fou pour nous rendre à tous l'observation du monde bien plus réjouissante, et ainsi de nous rendre la vie tellement plus remarquable. Je ne peux terminer l'écriture de ce livre sans laisser encore une belle place à cette œuvre magique à travers un extrait choisi dans les Florides Helvètes. Un texte, encore une fois, de toute beauté, capable de nous transporter loin dans l'art symboldesque, dans la mosaïque éclatée du merveilleux. Sangria m'a fait penser à Simboldo, vous savez, c'est complètement ça. Ces textes, on a l'impression, c'est une espèce de puzzles qui font une tête finalement avec des poissons ou des légumes. Voilà. Qu'on saisisse alors ici un peu plus du tempérament de Charles Albert et de sa manière de se distancier du monde profane tout en le confrontant. Extrait du chapitre intitulé 11 juillet, donc dans Florides Helvètes. D'abord, est-ce que ça se fait encore, je vous prie, de louer des chambres? Comme si on allait une fois de plus tomber dans le panneau, s'offrir comme ça, si vite, en cible de curiosité et d'indiscrétion éhontée, sa voix telle, se masquant dans le même temps d'intonation doucereuse, céleste, dans le but de vous dépecer, de vous décortiquer,
et de vous produire à l'étal. Louez une chambre dans ce pays et vous êtes sans lendemain entre les mains de harpies des plus sinistres modèles. Ou si vous manifestez la plus légère velléité de vous en évader, le mot évader est fort, peut-être un peu, on vous vole votre papier sous prétexte d'écrire des rêves, on vous vole votre manteau, un textile de 144 francs or, on vous vole votre machine à écrire. Ce sont des gages, et non par suspicion, pour se rendre intéressant à tout prix. L'on est obligé de subir cette hystérie aphone, toute doucereuse, pas moyen d'avoir un instant de pensée roborative vraiment à soi. Tout le temps vous êtes importuné. C'est à cela surtout qu'on en veut, que vous ayez quelque chose à dire, quelque chose à formuler, un travail à conduire à terme, lequel ne peut se faire que dans le silence et la solitude parfaite. Il y a une haine véritablement contre ce programme, surtout quelqu'un qui ne faisait rien. Il faut à toute force jouer, faire coucou, avec ses balais à araignées de plafond, ses fantômes de goules, ses monnaies du pape frissonnantes, ses folles tentures qui s'ouvrent et se ferment. Un jour, on vous ôte une glace, on vous prend votre corbeille à papier, on ne vous la rend jamais, vous changez votre essuie-main, c'est le faire disparaître, et pendant 15 jours, vous êtes obligé de vous essuyer avec des mouchoirs. Le lendemain, on vous colloque un laurier, et on substitue à votre lit, sans rien vous dire, un pouf d'1,10 m d'où frileusement dépassent vos pieds. J'ai pensé à Gauthier Caillard, quand il dort chez Gérard. Il faut admettre cette folie, c'est simplement parce qu'on vous a cru faible, parce que vous étiez modeste et que le locataire voisin, qui a eu le dernier mot, a eu votre lit. Le surlendemain, un ophicléide part comme une vesse dans votre placard. Un noir piano passe dans votre chambre. On est venu 20 fois guetter votre absence. Sur la terrasse, où il reste là à vous obturer la vue toute une semaine. Il faut encore admettre ça. Cependant, il y a plus. Un enfant d'1 an donne d'immenses coups dans la porte. Il ne faut pas se fâcher. Autrefois, c'était la cuisine, et il croit que ça l'est encore. Enfin, vous ne pouvez plus aller au cabinet. Vous êtes obligé d'aller à la gare à 5 minutes et de payer. Pourquoi ? Une doyenne clocharde, à qui cette maison sert d'asile, la grand-mère, dit-on, avec une cantilène d'attendrissement dictée par le chantage, est là qui occupe tout le corridor. Des paravents qu'il faudrait annihiler d'un geste de géant bloquent tout. La nuit, elle ronfle. Hoquette, peine, siffle, s'étrangle, glapit, tout ça en rêve. Le jour, et elle ne se lève pas tôt, elle se lève à 11h30, l'on ne discontinue pas d'entendre sa vieille obscène voix poivrée. Là-bas contre, que faire? Se fâcher, tout casser, donner cours en somme à sa nature, qui est le contraire résolument de toute cette somme d'avilissement injustement subi? Vous aurez la loi contre vous. J'aime mieux ne plus louer de chambre. Extraordinaire, ça vous? Charles-Albert Singria. Je finis. Charles-Albert Singria vécut en poète non conformiste, en auteur singulier traversant la vie, en aristocrate de l'écriture. S'il ne fut pas reconnu à sa juste valeur par le grand public, il peut se flatter de l'admiration qu'ont pu lui témoigner certains de ses pairs, je vous l'ai dit tout à l'heure, alors je vais en ajouter quelques-uns, comme Paul Claudel, Jean Cocteau, Marcel Jouandeau et Tristan Tzara. Pour intégrer au plus profond, pour admettre véritablement la puissante sensibilité de Singria, il faut le lire, le relire encore avec attention. Il faut sans faiblir décomposer pour recomposer, examiner pour reconstituer et accepter de ne pas tout saisir. Ni tout embrasser en un seul coup d'œil. C'est ça. C'est pour ça que je vous conseille, si vous achetez un livre de Singria, d'achetez La Grande Ourse par exemple. Et ça suffit, c'est pas la peine de vous lancer dans les autres livres. Si vous le lisez plusieurs fois, vous allez finir par rentrer un peu dans cet univers. C'est vrai qu'il faut faire une sorte d'effort, je ne vous le cache pas. Car l'esprit est assurément démuni devant les jeux des miroirs capricieux et d'apparence désordonnée, jeux qui percutent dans l'élévation d'un démesuré puzzle, une abrupte et capricieuse énigme. Voilà. Alors après, je cite encore Singria, je ne vais pas vous le redire maintenant. Mais peut-être finir par ça, là. Alors, c'est donc un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Cuffer,
donc un universitaire qui a écrit ça sur Sangria. Petit passage et je vais arrêter là. L'écriture de Sangria ne voudrait rien devoir à l'exécré moderne voulu moderne. Et cependant, il y a une modernité de Sangria qui nous saute aux yeux et qui fait le novateur de la langue autant, sinon plus, qu'André Breton ou que Max Jacob ou que Jean Cocteau. Au premier regard, l'on a peine à croire que Charles-Albert Sangria soit le contemporain de Jean-Paul Sartre. Et pourtant, s'il n'est pas vraiment représentatif, comme on dit, de ce même siècle où a été formulée la théorie de la relativité et où ont été appliqués les préceptes de l'amour libre, Sangria ne nous touche pas moins par sa façon de faire vibrer ce que Sandrars appelait le profond aujourd'hui avec une sorte de juvénile classicisme. Voilà. Voilà, c'était Paul Sandra. Merci de votre attention. Alors, si vous avez des questions sur ce paradoxe suivant, qui était Charles-Albert Sangria, vous pouvez poser des questions à Paul. Peut-être vous apportera-t-il des éclairages sur l'œuvre de ce poète, à la fois, comme je le disais tout à l'heure, Paul, qui a une dimension à la fois cosmique et fractale. Enfin, je veux dire, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et voilà, je pense que c'est vrai que sa conférence, cette conversation, ce dialogue, en tout cas, est très riche, et très dense, et clôture le Festival de la Parole Poétique, la 14e édition. J'ai pas du tout l'ambition, j'avais pas du tout l'ambition d'être le spécialiste de Sangria en écrivant ça. Ça me paraît quelque chose de totalement impossible, en tout cas pour moi, totalement ardu de faire le tour de ce personnage. Et alors, comme on n'a même pas toutes ces œuvres encore, parce qu'ils sont en train de faire une intégrale, en fait, je sais pas, c'est peut-être en association avec le musée, vous savez, en Suisse, il y a à Lausanne, un musée des arts primitifs, ou je sais pas quoi, des arts premiers. Parce qu'il ressemble vraiment à des figures qu'on a trouvées dans l'art singulier. Voilà, ça correspondrait à Sangria est à la littérature ce que les artistes, ce que Jean Dubuffet est à la peinture. C'est quelqu'un de totalement particulier qui n'est absolument pas, qui ne peut absolument être classifié. Ouais, je ne sais pas si vous avez des questions, je ne peux pas forcément répondre en plus à des questions pointues sur le sujet, parce qu'il faudrait une mémoire colossale. Voilà. Mais je pense que j'ai été suffisamment, que je vous ai communiqué suffisamment l'essentiel. Dans ce livre, il y a l'essentiel. Si après avoir lu mon ouvrage et m'avoir écouté là, ça ne vous plaît pas, je peux comprendre très bien. Hein, c'est ce qui fait. Il y a un côté abrupt dans cette lecture, vous l'avez vu. Hein, c'est la phrase très compliquée, enfin, qui finit par être complexifié par sa pensée. Il se prend lui-même à faire ces phrases. Mais finalement, il y a beaucoup d'humour. Cette histoire de chambre est magnifique. Et alors, souvent, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, si vous lisez La Grande Ourse, comme j'ai dit, vous lirez, quand il parle de son enfance, c'est assez drôle, quoi. Enfin, c'est un peu comme ça. Mais toujours un peu grinçant quand même. Il faut toujours qu'il proteste contre quelque chose. Ça va jamais. Voilà. J'ai une pauvre enfance. En fait, plaignez-moi. Regardez, moi, Sangria, le grand Sangria, vous vous rendez compte? Je suis obligé de louer une chambre, vous vous rendez compte? Je peux même pas. Il faut que j'aille à la gare pour aller pisser. Enfin, en gros, c'est ça. C'est toujours ça. On me comprend pas. Moi, je comprends pas le monde, mais vous ne me comprenez pas non plus. En gros, c'est ça. Donc, il y a un côté Canimero, je sais pas, c'est un personnage comme ça. Mais absolument fascinant, finalement. Au bout du compte, comme je vous ai dit tout à l'heure, Sangria pour l'éternité, c'est-à-dire que de toute façon, c'est un personnage qui reste, une écriture qui reste, des livres qui restent, etc. Il y a combien de gens et d'histrions dans cette société de littérature disparaissent aussi vite que voilà. Ça me fait penser à un très grand auteur qui est mort il n'y a pas très longtemps, un très grand auteur de chez Gallimard, et on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun spécialiste, donc je ne vais pas le citer, mais il est rentré donc, dans la Pléiade de son vivant, et on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun spécialiste
voilà. Mais ils en ont inventé un. Donc on a dû payer un type pour devenir un spécialiste, pour qu'il puisse rentrer dans la Pléiade. Bon, ben Saint-Gria, qui est un peu moins connu, il n'a pas eu besoin qu'on lui invente un spécialiste, parce que maintenant on est en train de voir, si vous allez sur Wikipédia, c'est à peu près tout ce qu'on voit, parce qu'il y a 5 lignes sur sa vie, en gros, puis après il y a un truc long comme ça de tous les gens qui ont écrit sur lui, depuis pas longtemps, hein, depuis 20 ans, quoi. Voilà. Ça commence à venir et ça on s'aperçoit, donc voilà. Donc là maintenant il y a peut-être 25 spécialistes de Saint-Gria. C'est quand même assez drôle tout ça. Voilà. Et je pense que lui-même, il n'aurait jamais pensé qu'on puisse s'intéresser vraiment à ses écrits. Voilà. Tout en ayant une haute opinion de lui-même, vous avez compris. Hein. Donc, c'est ça, tu es le meilleur après moi. C'est un peu ça. Voilà. Et voilà. Alors, si vous cherchez des raisonnements politiques ou des trucs, vous ne trouverez rien du tout. Il s'en fout complètement. Ni politique, ni vision du monde, de quoi que ce soit, il est beaucoup plus intéressé par la nature. Alors, il a cette cruauté, il observe les gens avec une certaine cruauté, mais il n'en tire aucune conclusion. Et je trouve que l'épisode de la chambre est vraiment extraordinaire pour ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va dans ce monde, vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Ben, je n'aurai plus de chambre. C'est ça Saint-Gria. Le travail, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous travaillez, vous gagnez des sous et tout, et vous avez une vie, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Alors, c'est l'anti-Marx, si vous voulez, ou je sais pas quoi. Le philosophe qui veut changer le code du travail, la manière dont on travaille, ne pas... Saint-Gria, lui, bon, ben, si comme ça, je travaille pas, c'est tout. Donc, voilà. C'est toujours comme ça. C'est radical. C'est toujours comme ça, voilà. C'est ça comme une ça. radicalité. Voilà, une radicalité sur ce comportement-là. Le monde ne peut pas être changé. De toute façon, il va de travers. Voilà, le postulat, c'est le monde va de travers. Le deuxième postulat, on ne peut rien y changer. Donc, c'est moi qui m'en vais. Il y a un autre aspect aussi, c'est quelqu'un qui est au large de l'histoire. Comme tu disais tout à l'heure, il est dans une sorte d'intemporalité, et c'est ça qui est assez étonnant, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il rentre dans l'histoire de la littérature. Oui, il ne cherche pas à être... c'est quelqu'un qui a absolument jamais... Alors, chercher à rentrer dans quoi que ce soit, de reconnaissance, de qui que ce soit, etc. En ce sens-là, il est très proche de Saint-Paul-Roux, puisqu'on a fait un livre aussi avec Bruno sur Saint-Paul-Roux. Il y a beaucoup de points communs entre Saint-Gria et Saint-Paul-Roux. Cosmographe des confins. Saint-Paul-Roux est moins fantasque, mais refuse de la même manière de s'impliquer dans le monde, ne veut pas aller cocktailiser à Paris, enfin tous ces trucs, ça ne l'intéresse pas. Alors Saint-Paul-Roux, lui, il cherche plutôt l'isolement, enfin il va à Camaret, il cherche des endroits profonds où il va pouvoir, il est encore plus spiritualiste que Saint-Gria, il va se laisser par... Voilà. Alors que lui, il passe dans le monde, lui. Il s'en va pas à Camaret, enfin si vous voulez, il ne s'éloigne pas du monde, il reste dedans, mais en passant à côté. C'est un marcheur, il est là. Une sorte d'errance. Une sorte d'errance perpétuelle, et il n'est pas en contact avec le monde. Et pourtant, vous avez vu que, comme c'est un être paradoxal, on a dit qu'il est plutôt très gentil. Hein. Quand on le rencontre, il peut être très gentil, très sympathique, etc. Il peut raconter des histoires très truculentes. Voilà. Donc il y a tout ce côté-là, c'est je vous raconte des histoires, puis après je m'en vais. Enfin, je passe comme ça, je passe. Voilà. Mais alors que Saint-Paul-Roux, il finit par un ancrage. Il y a un ancrage de dire je vais trouver un lieu où la société ne m'emmerdera pas, enfin, entre guillemets, c'est ça, et là, je vais faire mon œuvre. Voilà. Une sorte d'ermitage, en fait, sur un promontoire. Et... Il y a un problème aussi pour les deux, parce que lui, c'est lui qui prenait pas soin de ses manuscrits. Lui, Saint-Paul-Roux prenait davantage soin de ses manuscrits, mais les Allemands ayant bombardé son... Mais sans prendre de précaution, quoi. Voilà, donc il y a eu plein de manuscrits qui ont été perdus. Donc on se retrouve quand même dans deux auteurs qui... Je dois avoir une passion pour ce genre de type. Oui, parce que... J'en suis sûr. C'est vrai qu'il y a un côté remarquable chez ces gens.
peut-être cette radicalité, Ouais, cette manière de ne pas se laisser, forme de radicalité. de pas se laisser capter par quoi que ce soit, finalement, de ne pas se laisser enfermer. Et alors, d'être un savant, parce que c'est le cas de le dire, de Saint-Grillat, mais Saint-Peroux était aussi un type très, très intelligent, d'être un savant, ça empêche aussi d'être pris par quoi que ce soit, parce que si vous avez un clochard, mais qu'il est capable de vous démontrer que le grégorien n'est pas tout à fait calé, il y a un côté comme ça, là c'est pareil, vous ne pouvez pas l'enfermer, enfin, c'est enfermé dans rien, quoi, en fait. Donc, il échappe toujours, même là, même dans l'intellectualité, même dans la pensée, il échappe tout le temps aux étiquettes ou à la manière dont on aurait pu le cerner, en fait. Et il échappe à la littérature aussi, d'une certaine manière. Il échappe même à la littérature, tout à fait. Voilà les amis, merci. Ben voilà, les constellations de Charles Albert Saint-Grillat. Et si vous voulez prolonger le voyage, donc c'est dans les livres. Alors évidemment, on a commis, alors il y a aussi une belle anthologie, la Célébration des nuées. Je vous conseille de Paul Sandard. Oui, c'est du Les surréalistes et la Bretagne qu'on a coécrit, et puis le livre sur Saint-Paul. Je vais en parler, donc comme Bruno avait avec ses amis du festival, décidé après un vote, de me donner le prix Xavier Graal en 2016. Donc je m'étais dit, pour cette occasion, bon, c'est à la fois, c'est quelque chose de profond pour moi d'avoir fait ça, c'est à cause de Julien Blaine. Parce que, en fait, j'ai vu Julien Blaine il y a 10 ans, je l'ai vu il y a 20 ans sur scène faire des performances absolument extraordinaires, mais je l'ai vu ici, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il a fait cette performance où il a la langue là. Ah, la langue, c'était en... Alors ça fait 8 ans de ça. Bon, alors c'était il y a 8 ans. 2008 je crois. 2008 ou 2009, enfin 2009, bon, oui, 2009. Donc 2009, Julien Blaine sur la scène de l'Ellipse fait une extraordinaire performance, une des plus belles que j'ai vues de ma vie, qui s'appelle La Langue. Et il fait, je ne sais pas si vous y étiez, si vous en rappelez, donc il fait cette performance dans laquelle le type parle de plus en plus vite et de plus en plus fort et finit par manger sa langue. Et il continue à parler avec sa langue qui est en train de manger. Mais il le fait de manière absolument colossale. À l'époque, Julien étant, parce qu'il a 77 ans, il a encore fait Adada le soir. Mais bon, presque 10 ans de moins déjà, la pêche qu'il avait, je ne raconte pas. Enfin, si vous vous souvenez, voilà. Et quand je vois ça, j'ai trouvé extraordinaire. Je me suis dit, parce que vous savez que je suis parfois performeur aussi, et je me suis dit, tiens, dans cette performance, il y a des passages qui m'intéresseraient de réécouter plein de fois pour essayer de travailler dessus, pour essayer de voir si je pourrais l'utiliser, enfin en faisant des trucs comme ça, donc d'essayer ce que je pourrais faire sur la colonne d'air, etc. Donc voir. Donc, et je vais sur Internet. Et bien sûr, je trouve rien. Et je trouve un mec qui avait filmé avec un portable dans un coin il y a 10 ans. Les portables n'étaient pas aussi performants. Donc le son est horrible, on n'entend rien, on entend des bruits partout. Enfin bref. Et je me suis dit, là du coup, non, c'est pas possible. Il faut, maintenant, il faut laisser des traces. Le problème de Julien, de beaucoup de performeurs, de l'éphémère, etc., c'est qu'il ne reste rien. Enfin, on a du mal à trouver les choses. C'est pas Saint-Grillesque, mais presque. Donc je me suis dit, bon, c'est terminé, j'ai 25 ans d'écriture, et je reçois le prix Xavier Graal pour mes 25 ans d'écriture. Je vais faire une sorte de mémorandum sur ce que j'ai écrit, ce que j'ai fait, sur mon parcours en poésie, que la poésie. Et donc, j'ai plongé dans mes archives, j'ai repris tous les livres que j'ai écrits, etc. Et puis, j'ai fait un cahier de 40 pages photos au plein milieu. Ça a servi en fait, ça sert de mémoire, laisser quelque chose. Et j'ai redécouvert beaucoup de choses en faisant ça. Alors, c'est un peu particulier par rapport à ce que les anthologies de d'habitude, et je suis très fier d'avoir fait ça. Donc, j'ai repris par année les choses que j'avais fait, et à chaque fois, je mets 2 pages d'explication. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais expliquer comment j'ai fait tout mon travail poétique. Et donc, à chaque fois, je mets 2 pages. Voilà, j'ai rencontré telle personne, j'ai fait ça, j'ai écrit de telle manière, c'était à tel endroit, j'ai voulu faire ça, j'explique. Et ensuite, je mets un extrait du recueil en question. Et comme ça, je commence en 1990 jusqu'en 2015.
une espèce de truc comme ça. Et puis je parle à chaque fois des rencontres, des gens que j'ai rencontrés. Ça change complètement de... Et un peu comme j'ai parlé de Mandiart tout à l'heure, du Belvédère, c'est-à-dire un peu rencontré. Ça m'a permis de parler des amis, de parler de gens, des amis qui sont morts, de gens qui m'ont influencé dans l'écriture. Voilà. Et ça, j'étais très content d'avoir fait ça, ça se posait une pierre, etc. Après, on dit oui, mais t'as mis des photos, t'es tout nu dessus. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais je le faisais exprès. Je l'ai fait exprès pour parler justement de la mise à nu. Parce que je fais nulle part ailleurs des photos de nu, mais sauf dans celui-là. Mais parce que c'était vraiment une anthologie globale de mon œuvre. C'est-à-dire une mise à nu totale. Et j'ai trouvé une très belle phrase de Balzac pour justifier ça au début et à la fin. Et vous lirez, les textes sont beaux, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de... tout est justifié dans cette histoire. Et ça m'amusait aussi de ne pas être complètement political correct, parce que je le suis pas. Je ne suis pas Saint-Gria, il ne faut pas exagérer, mais quand même. Donc j'avais pas envie de faire des trucs qui n'intéresseraient personne. Donc il y a une belle photo avec des godasses, par exemple. Célébration des nuées, c'était Paul Sandin, on l'applaudit. On se retrouve tous les autres événements de la Maison de la Poésie. Il va y avoir une belle exposition sur deux peintres surréalistes, lecture de Yves Eléouette, qui va apparaître aussi dans cette collection, donc Champ magnétique. C'est Patrick Lepetry qui nous prépare, là pour le coup c'est un essai, qui nous prépare un essai justement qui sera présenté à l'occasion de ces deux expositions. C'est une rencontre de deux peintres en fait, deux peintres surréalistes, John Wilson qui est gallois, on attend les œuvres d'ailleurs, avec le Brexit on a intérêt de faire attention, mais on a déjà reçu quelques-unes par la poste, donc avant le 31 mars, je crois que le 31 mars c'est le Brexit il me semble, donc après on va avoir des soucis pour les ramener, et avec ce dialogue avec Jean-Claude Charbonnel, je ne sais plus le Jean-Claude ou le Jean-Charles, enfin, c'est plutôt Jean-Claude Charbonnel, qui est malheureusement décédé, ça fait quelques années, et qui, vous savez, a créé toute la série des Armorigènes. Donc là, il y a un dialogue entre déjà John Wilson et Jean-Claude Charbonnel, plus cette lecture qu'ils ont faite, une lecture faite par ces deux peintres de l'œuvre d'Eléouette. Grand écrivain également, là, et trop méconnu, qui était le gendre d'André Breton. Et cette exposition est donc portée par la fille d'André Breton, donc Aube Eléouette, donc soutenue en tout cas par Aube Eléouette. Et donc c'est une exposition magnifique qui aura lieu à la galerie La Longère à Cloire-Carloët. Et c'est à partir pas le 1er avril, mais le 2 avril jusqu'au 24 avril. Donc il va y avoir une série aussi d'interventions, de conférences, et puis je ferai une lecture aussi des textes d'Eléouette. Donc c'est pour bientôt, donc les événements continuent, et puis le festival éteint ses feux, le sémaphore, qui est un phare de jour, éteint ses feux, de jour. Mais on revient l'année prochaine avec cette 15e édition qui va se préparer autour de la grande figure d'Artaud. Il va y avoir même des t-shirts qui vont être confectionnés à cette occasion avec la figure d'Artaud et en dessous, en sous-titre, je suis un caillou. Voilà. Je vais juste vous dire aussi quelque chose, un dernier mot, pour vous dire que si vous êtes à Brest samedi, Bruno et moi faisons une conférence sur Saint-Paul-Roux à la médiathèque de Brest à 11h. Voilà. Et puis je vais dire un petit scoop. Donc qu'avec Bruno, on est en train de travailler sur... je vais rester une semaine parce qu'on a cette conférence, mais on est en train de travailler sur 2 livres. Oui. Et qu'on a encore un éditeur qui a décidé de nous prendre au moins un des deux. Un des deux, oui. On a un éditeur qui veut bien prendre le deuxième, c'est Jacovella Andrea. Ouais. Donc on est en train de faire un livre. C'était des informations que je n'ai pas moi. Sur un autre écrivain absolument extraordinaire qui s'appelle André Suarez.
Oui. Donc j'espère qu'on pourra vous en parler aussi, Thierry, qui a eu un lien très particulier avec la Bretagne aussi. Alors je vous dis... un lien ténu avec la Bretagne. Hein, Saint-Gria, ayant eu des liens avec Mac Jacob, etc. On cherche toujours des gens qui ont un lien avec ici. Et puis nous avons décidé, parce qu'on en avait marre de beaucoup de conneries qu'on voit partout, de faire un livre sur le celtisme et sur la sagesse druidique, à notre manière cette fois, parce que voilà, il est temps d'arrêter le New Age perpétuel.